début, c'était vraiment t'as mis que t'aimais bien la musique, bah tiens, tu vas faire le son. Et ok, d'accord, comment on fait? Alors bon, on sait pas, vas-y, très bien, c'est parti. Et donc très intimidant, quoi, mais bon, super cool parce que tu travailles sur plein de trucs. Donc j'ai fait du son, j'ai fait du gameplay, j'ai fait de l'IA. Donc tout de manière très rapide. Enfin, c'était un petit projet à l'époque. Et puis après, au fur et à mesure des années, les projets ont pris en ambition. Donc ça devenait plus possible de travailler sur plusieurs choses en même temps. Et je me suis spécialisé après en IA principalement, sur Underspace 2 et après Humankind. On avait envie de retrouver justement les plaisirs qu'on retrouvait en jam, de faire nous-mêmes, de maîtriser aussi ce qu'on fait, de pas subir les décisions qu'on n'avait pas prises. Qui est un peu un passage obligé quand tu bosses dans une boîte, une grande boîte, tu vas pas pouvoir maîtriser tout le contexte dans lequel tu évolues, quoi. Et donc tu as l'impression un peu de perdre le contrôle et d'être un peu impuissant face à tout ça, parce que t'as beau ramer, tu galères. Tu galères sur des sujets que tu maîtrises pas, parce que moi j'ai une formation de dessin, je suis maintenant manager d'équipe, c'est pas tout à fait les mêmes compétences, quoi, c'est pas tout à fait transférable. Donc c'est un peu fatigant au bout d'un moment d'avoir cette sensation de pas pouvoir faire ce que tu veux, comme tu veux. Et quelque part, moi, je sais pas si toi c'est pareil, mais moi j'avais un peu perdu le plaisir de venir faire du jeu vidéo. Bonjour. Bonjour, bonsoir. Attends, qu'est-ce qu'il nous dit là? Je dis bonjour. C'est pas une bonne intro ça. Bonsoir, bienvenue à Indie & Co, le podcast qui met en lumière les créateurs, les créatrices, toutes ces personnes qui fabriquent des jeux vidéo, qui nous révèlent ces talents qui sont derrière toutes ces créations. Donc ce soir on est avec Adrien et Aurélien. Moi je suis Christopher, je suis avec Alexis. Et est-ce qu'on se lance pas dans le vif du sujet avec la question qu'on pose systématiquement? Oui, systématiquement. Et du coup, je vous laisse choisir qui répondra en premier. Mais comment est-ce que vous avez découvert le jeu vidéo? Adrien? Eh bien, j'ai découvert le jeu vidéo... Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. J'étais... je ne saurais pas dater ça, mais je sais pas... primaire, quoi, je dirais. C'est ton premier souvenir au final. Ouais, premier souvenir. En gros, c'est mon père avait des vieux ordinateurs, donc un Amiga et un Spectrum, un ZX Spectrum. Donc des vieux trucs, hein, déjà pour moi. Un Spectrum, c'est le début des années 80. Ouais, pas du tout. C'est un des premiers ordinateurs couleur, quoi. Côté un peu 16 bits. Pour faire le pont, c'est un petit peu les specs d'un Pico 8, quoi. Et du coup, j'ai découvert un petit peu le jeu vidéo par ces vieilles machines. Prince of Persia, par exemple, sur Amiga, hein, où j'ai un souvenir assez marqué de ce jeu-là. Et ensuite, on a assez rapidement eu un ordinateur familial, quoi. Windows 95, donc cette époque-là, quoi, quelque part entre 95 et 97, 98 par là. Et donc du coup, c'était les jeux DOS, les Windows de l'époque, quoi. Donc beaucoup de choses trouvées un petit peu par hasard, qui étaient sur l'ordinateur. J'ai beaucoup joué à Heroes, of Might and Magic, le 1, le 2, le 3 aussi, avec ma sœur. J'ai joué à Civilization 2 à l'époque, beaucoup. Je comprenais rien. Je faisais des trucs au hasard. Je décorais la salle du trône. Ok, ouais. C'est l'objectif du jeu, en fait. Je changeais les curseurs de taxe en pensant que quand tu étais à fond, j'avais plein d'argent et c'était cool. Sans savoir qu'il y avait des... Ça part trop vite en politique, monsieur, là. Très jeune, j'ai commencé la politique. Ça n'a pas marché. Hein. Non, voilà. Beaucoup du jeu PC, quoi, principalement. J'ai pas de console à la maison. Ma première console, ça a été la Xbox, donc plus tard, quoi. Ouais. La première. Ouais. Ok. Et toi, Aurélien, du coup? Et moi, ça a été très progressif, en fait. Pendant très longtemps, le jeu vidéo, c'était quelque chose d'un peu lointain que je pouvais pas avoir, parce que j'avais pas droit de console à la maison. Donc c'était pareil au primaire, j'entendais des autres enfants qui disaient chez moi j'ai des jeux vidéo. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas.
Donc ouais, j'ai découvert le jeu vidéo avec des jeux dont je ne me rappelle pas le nom parce que je les avais juste entrevus et un truc qu'on tirait sur des canards avec un espèce de fusil en plastique. Oh, c'est dingue. Mais voilà, toujours très lointain, sans trop jamais pouvoir tester moi-même. Et puis jusqu'à arriver à avoir ma première console, la PS1, avec Tomb Raider 2 dessus. Tomb Raider 2, beaucoup trop dur pour mon niveau de novice en jeu vidéo. Je me suis fait casser la figure par ce jeu, mais impossible de passer le premier tigre, hein. Horrible. Mais quand même un souvenir assez marqué aussi, de dire c'est génial, c'est dingue. J'y arrive pas du tout, mais c'est génial. Et puis sans transition, StarCraft. Yes. Ouais, parce que pourquoi pas. Et donc là, grosse claque. On peut faire tout ça avec un jeu vidéo. Là, j'étais un peu plus grand, donc je comprenais un peu mieux sur quoi je cliquais. Donc beaucoup plus de fun tout de suite, hein, quand on comprend ce qu'on fait, c'est vachement plus drôle. Et puis tout un univers de dingue, une histoire de ouf, des cinématiques. Quand on les revoit aujourd'hui, ça a pris une claque, mais à l'époque, c'était incroyable. Et c'est là un peu que je suis tombé un peu amoureux de ce média parce que voilà, il y a tellement de choses à faire et à découvrir dans ces univers et dans ces interactions. C'est quelque chose d'infiniment riche, quoi. Et ensuite, j'ai beaucoup joué à des jeux de rôle principalement. J'ai rattrapé mon retard un peu avec des Diablo, Baldur's Gate. Voilà, tout un tas de trucs comme ça. Oblivion, Skyrim, toute cette série-là aussi. Des centaines et des centaines d'heures investies là-dedans. Pour juste se balader dans la montagne, des fois, ça fait juste plaisir de découvrir, de se balader dans ces univers-là comme ça. Et depuis, ouais, j'aime bien tous ces jeux-là où on découvre un petit peu une histoire, un univers, des personnages à son rythme ou pas. Voilà, c'est un peu ça ma passion dans le jeu vidéo, c'est la découverte. Ah, donc des jeux où on prend un peu son temps de chaque côté en fait. Pas de shoot 'em up, pas de jeu de course, pas particulièrement de stress. Hein. Un petit peu, des fois ça fait du bien de tirer sur des trucs, hein, on va pas se mentir, hein, la violence gratuite c'est toujours un bon défouloir. Mais ouais, le plaisir de prendre son temps à découvrir, à réfléchir, à un petit peu s'investir à son rythme, c'est plaisant. Ouais. Les plateformers 3D aussi. Ouais. Ça, c'était le tout début des plateformers 3D à l'époque. J'ai joué à Rayman 2, que j'ai un grand souvenir de ce jeu aussi, qui m'a vraiment parlé. Ouais, c'était mais quand même globalement des jeux assez lents, ouais. Plutôt puzzle, plutôt réflexion, stratégie. Rayman 2, c'est très paisible comme jeu. Ouais, non, je trouve. Pour le coup, c'est un peu différent, mais il y a une ambiance dans ce jeu. Il y a une ambiance assez particulière. Ouais. Et même à la fin, contre les boss. Ouais. Ça prend un peu de temps. J'ai pas retrouvé dans les suites derrière, quoi. En tout cas, pas la même chose. Non, c'est pas le même délire. Je crois qu'après, ça part dans autre chose. Surtout, au bout d'un moment, c'est devenu complètement différent. Et puis, ils sont revenus sur la 2D. Oui, ils sont très bien aussi, d'ailleurs. Ouais. Et donc, vous avez fini dans le jeu vidéo. Est-ce que c'est des choses qui vous ont amené à la création ou pas du tout? C'est plus... Forcément, c'était quand même un loisir important, en tout cas. Mais bon, aller au début, forcément, c'est très opportuniste, j'ai envie de dire. Enfin, c'est là, ça nous plaît. J'y jouais beaucoup avec ma sœur, avec mes voisins. Enfin, c'était quelque chose qui était dans ma vie. Et rapidement, ça commençait à m'intriguer, on va dire, sur comment c'est fait. En gros, je situerais ça à peu près j'étais au collège à peu près. Donc. Et il y a mon oncle qui a donné à mon père un ordinateur qui était hyper puissant, c'était incroyable pour moi. C'était quoi? C'était un Pentium 300 MHz. Wow. Je crois qu'il y avait une carte graphique dedans, la la Voodoo 2, tu vois, genre, c'était incroyable. Et dessus, il y avait des trucs installés. Et notamment, il y avait un logiciel pour faire des programmes. Je ne connaissais pas du tout à l'époque. Et donc, du coup, en gros, il y avait des choses installées et je cliquais et je testais les trucs. Et donc, des fois, c'était des jeux, puis des fois, pas. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à programmer. En fait, il y avait un truc... c'était du Delphi, donc
il y a une partie un peu visuelle, tu traces tes fenêtres, tes boutons, etc. Puis après, tu double-cliques sur un bouton et tu peux rentrer le code de qu'est-ce qui se passe quand tu fais sur ce bouton. Et ça a été un peu ma première entrée dans la partie technique, on va dire. Et où du coup, j'ai commencé à me dire, mais c'est marrant, peut-être que je peux faire un jeu avec ça, alors que c'est fait pour faire du software plutôt. Il y a des jeux en Delphi. Et il y a des jeux en Delphi, oui. Je connais une boîte qui a fait ça, c'est Eugene System. Ils en sont revenus après, parce que c'est pas un très bon choix, mais c'est possible. Le challenge. Après, c'est un langage de programmation, on fait un peu ce qu'on veut avec, mais c'est pas spécifiquement fait pour, je pense, en tout cas. Et bref, moi, en tout cas, à l'époque, c'était vraiment le seul truc qui était là, et j'avais commencé à faire des petits questionnaires, puis après, etc. Puis je me suis mis à faire des casse-briques, puis etc. Enfin, et ça, tu le faisais genre en autodidacte ou... Ouais, complètement autodidacte. À tâtons, peut-être même sans trop de doc, ou un peu comment tu fais ouais, à tâtons. Après, il y avait mon oncle avait voulu s'était intéressé à ça, donc il avait aussi acheté le bouquin qu'elle avait, donc je sais pas pourquoi, mais j'allais jusqu'à lire des trucs sur comment ça marchait pour essayer de comprendre. À l'époque où il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas trop Internet, surtout moi j'étais vraiment dans la campagne, donc le 56K, tout ça, tu comptais tes minutes sur Internet, donc tu n'allais pas chercher sur Google comme ça. Il n'y a pas le temps. J'ai une question. Donc c'est comme ça. Ça a été on va dire, le tout début. Le tout début, il n'y a pas de ChatGPT à l'époque. Non. C'est trop simple. Et toi, Aurélien, comment t'as touché la création dans le jeu vidéo moi, je savais que je voulais faire un métier de création graphique parce que j'ai toujours été passionné de dessin. Depuis tout petit, j'ai su dessiner avant de savoir écrire. C'est vraiment une passion, un passe-temps qui a pris beaucoup de temps dans ma vie. Et donc, je savais que je voulais faire un métier qui employait ces compétences-là. Et donc j'ai fait à la base je pensais plutôt faire du cinéma d'animation ou même de la BD ou quelque chose comme ça quoi. Et puis voilà, la réalité nous rattrape et puis on fait pas toujours les choix qu'on veut, et je suis tombé dans le jeu vidéo un peu par hasard en étant recruté pour faire des illustrations pour différents jeux. Et puis de fil en aiguille, au fur et à mesure que je découvrais ce milieu, ça m'a beaucoup plu, parce que je retrouvais tout ce que j'avais envie de faire, de la créativité, en veux-tu, en voilà, des univers à créer. Et donc, petit à petit, je me suis spécialisé là-dedans, parce que vraiment, j'y retrouve tout ce que j'aime faire, quoi, toutes ces opportunités de création. Tu as fait une formation du coup de dessin, d'illustrateur Ouais, j'ai fait une formation d'infographie assez large, donc qui balayait un peu tous les aspects de l'infographie, donc 3D, web design, même du logo, communication, tout ce genre de trucs. Ça parlait de jeux vidéo dedans? Ça parlait pas du tout. Je m'en doute. Pas du tout. Même les profs étaient un peu réfractaires à l'idée qu'on pense même aux jeux vidéo en tant que carrière. Après, faut pas se leurrer, c'est aussi un milieu qui est très concurrentiel, donc il y a peu de place. Donc c'est aussi normal de mettre en garde les élèves en disant attention, c'est quand même dur comme milieu. Mais voilà, donc je l'avais un peu mis de côté en tant que carrière au début de mes études et en début de ma carrière, en me disant les places sont chères, ça va être impossible, c'est un milieu compliqué. Je ne vais pas pouvoir en faire. Je ne me sens pas légitime de m'imposer dans ce milieu-là. Et donc voilà, en ayant eu l'opportunité professionnelle de bosser là-dedans, ça m'a ouvert tout ce milieu-là, et je me suis rendu compte que oui, c'était évident, en fait, il fallait que j'aille là-dedans, parce que c'est là-dedans que je pourrais m'épanouir et que je pourrais trouver tout ce que je cherche. Et voilà. Et donc, on n'a pas l'habitude non plus d'inviter des guests en même temps. On n'est pas en train d'essayer de faire passer tout le monde rapidement. Donc, j'imagine que vous êtes croisés, c'est pour ça qu'on vous a invité. On s'est croisés, oui. On s'est clairement croisés. Ouais. Un petit peu, ouais. En fait, on a tous les deux fait une grosse partie de notre carrière à Amplitude Studio. On s'est retrouvés l'un à côté de l'autre, en fait, même si on n'a pas du tout le même métier. Au tout début, on s'est retrouvés l'un à côté de l'autre à bosser
Quand Amplitude, c'était 15 personnes. Quand Amplitude, c'était 15 personnes. 15 personnes, ah oui. Ouais, ça fait un moment. Ouais, ça fait un moment, ouais. Ça a bien grossi. Et donc c'était marrant de voir l'autre bosser sur quelque chose qui n'a rien à voir. Moi je regardais son écran, je comprenais rien, j'avais l'impression qu'il jouait à Matrix, il y avait des trucs bizarres sur son... C'est du Delphi, c'est normal. Oui, il y avait du texte, et puis je voyais à côté, il y avait de belles images, je fais ah ouais, c'est quand même sympa. C'était marrant de découvrir ça aussi. Voilà, le milieu du jeu vidéo, c'est vraiment des métiers très très différents, des spécialités très très différentes qui doivent arriver à communiquer et à s'accorder. Et c'est aussi ça qui fait la richesse et la beauté du média, je trouve. Hein. C'est que c'est plein de trucs à la fois qui se choquent, qui se collisionnent et qui finissent par créer quelque chose de commun, quoi. C'est vraiment l'œuvre commune, enfin l'œuvre collective dans toute sa splendeur, quoi. C'est un des gros enjeux des productions de jeux vidéo, quoi. C'est réussir à faire parler parfois des dizaines de métiers différents ensemble avec des gens qui n'ont pas du tout les mêmes backgrounds, qui n'ont pas les mêmes spécialités, qui parlent pas les mêmes langues quasiment, quoi, sur plein d'aspects, quoi. Donc sur les gros projets, en tout cas, c'est un gros enjeu, quoi. Ouais, c'est un peu comme du cinéma plus où il y a énormément de métiers différents. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a un peu les mêmes problématiques en cinéma. Ouais. Et du coup, comment vous êtes arrivé chez Amplitude? Juste pour revenir un tout petit peu avant. Du coup, je m'étais arrêté au collège, mais globalement, un peu comme Aurélien, hein, d'ailleurs, je me sentais pas trop légitime à travailler dans le jeu vidéo. Pour moi, c'était pas un vrai métier, entre guillemets, quoi. C'était intimidant. Ouais. C'était un truc, je sais pas. Il y a quelque chose dans la culture, en tout cas à l'époque, qui faisait que c'était un peu un truc inatteignable, quoi. Donc j'ai fait mes études, on va dire, sans trop réfléchir à ça. Je gardais ça comme hobby de mon côté. Et j'ai atterri un petit peu par inadvertance dans une classe préparatoire, parce que j'avais bien réussi ma terminale. Et là, j'ai commencé à me dire, en fait c'est peut-être possible, quoi. Je peux peut-être devenir programmeur dans le jeu vidéo. Ah ouais, dès les études, du coup. Dès la prépa, tu te dis, tiens, je vais peut-être y aller. Là, j'ai commencé à me dire, déjà, te dire c'est possible. En fait, peut-être ça peut le faire si je réussis ça, quoi. Ouais. Et donc, du coup, j'ai fait ces 2 années qui étaient vraiment pas très sympas, hein, beaucoup de travail. Et ensuite, je suis rentré dans une école d'ingénieur d'informatique dans le but un petit peu d'essayer de transformer l'essai, quoi, d'arriver dans ce milieu-là. École d'informatique généraliste, parce que vu que j'y croyais qu'à moitié, je me suis dit, je me ferme pas de porte, je me spécialise pas, etc. Donc, pareil, hein, dans cette école-là, ça parlait pas de jeux vidéo, ça montrait pas ça comme une porte de sortie viable. Même parallèle. Ah ouais, non, personne faisait ça. La plupart des sorties, c'était pour travailler dans la banque, dans le web. C'est vachement plus fun. Des trucs, vraiment, j'étais là, mais en fait, jamais je veux faire ça, c'est pas possible. Ouais, faut pas que tu t'amuses de la vitesse. Non. Et donc, du coup, j'ai très tôt cherché des stages, etc., pour essayer de rentrer dans le milieu. Et j'ai eu de la chance, par contact via l'école. En fait, il y a des anciens élèves, trucs d'anciens élèves, ouais. Et donc j'ai trouvé quelqu'un qui était justement dans Eugène System, et du coup j'ai pu contacter, discuter un peu sur le milieu, puis une personne qui arrive en Ferrari. Et toi, t'es l'élu. Et j'ai eu mon premier contact qui m'a permis de savoir un peu par où commencer, quoi. Pour aller faire du Delphi. Non, à l'époque, c'était déjà plus le cas. Il y avait c'était déjà dans la genèse. Et donc, du coup, j'ai commencé mon premier stage à Eugène System. Moi, j'avais vraiment, à l'époque, j'ai incroyable chance de travailler dans le milieu, etc. Donc, j'étais pas encore au fait des problématiques du monde du travail dans le jeu vidéo. C'était incroyable, j'ai des très bons souvenirs. Oui, c'est ça. Et je pense qu'il y avait plein de choses très discutables a posteriori en regardant ce qui s'est passé. Je fais, oh là là, en fait, ça, c'était pas normal. Bref, j'ai travaillé là-bas pendant 3 mois, enfin, un petit stage. J'ai fait mon stage de fin d'études après chez Spiders. Et ils ne pouvaient pas m'embaucher. Et du coup, c'est là où ils m'ont recommandé à des amis à eux qui montaient une petite boîte pour faire du jeu de stratégie, et c'était Amplitude. Okay. Et donc, en fait, je postulais à cette boîte-là qui se montait. Il y avait une quinzaine de personnes, et moi, ça m'a tout de suite emballé, parce que voilà, les jeux PC, c'était un peu l'envie. C'était ce que j'avais toujours joué, quoi. C'était le cœur de mon expérience du jeu vidéo, ça, voilà, en plus du jeu de stratégie, 4X, etc. Moi, ça me parlait vraiment, donc
c'était un peu le rêve, quoi. Donc je suis arrivé à Amplitude et puis j'ai fait 1 milliard de métiers Amplitude. Du coup, je suis resté quand même 12 ans. Et du coup, tu as bougé dans Amplitude, enfin, t'as fait Je suis arrivé à Amplitude complètement débutant, quoi. C'était entre guillemets mon premier métier. Donc, en plus, c'était une toute petite boîte. Donc, on était 4 programmeurs, peut-être, un truc comme ça. Donc, il y a 30 sujets et 4 programmeurs. Donc, il faut s'y répartir, quoi. Et je dis 30. Et tu t'es spécialisé petit à petit au fur et à mesure des années quand la boîte a grossi Au début, c'était vraiment cet ami que t'aimais bien la musique, tiens, tu vas faire le son. Et ok, d'accord, comment on fait? On sait pas, vas-y, très bien, c'est parti. Et donc, très intimidant, quoi, mais bon, super cool parce que tu travailles sur plein de trucs. Donc, j'ai fait du son, j'ai fait du gameplay, j'ai fait de l'IA. Donc tout de manière très rapide. Enfin, c'était un petit projet à l'époque. Et puis après, au fur et à mesure des années, les projets ont pris en ambition, donc ça devenait plus possible de travailler sur plusieurs choses en même temps. Et je me suis spécialisé après en IA principalement, sur Space 2 et après Humankind. Et sur les dernières années, j'étais chef d'équipe de programmeurs, quoi, donc directeur technique d'un des projets, quoi. Donc j'ai vraiment fait plein de trucs, quoi. Plein de trucs Amplitude. Ok. Et toi, Aurélien, du coup, comment t'es arrivé? T'as postulé Non, j'ai pas postulé, c'est assez drôle. En fait, à l'époque, je faisais beaucoup de freelance en illustrateur pour divers projets, et notamment via Game Consulting, qui est une boîte, grosso modo, où ils mettaient en relation des freelances et des studios pour bosser ensemble. Et donc, un vendredi, j'ai un gars de Game Consulting qui m'appelle et qui me dit est-ce que tu es dispo lundi pour aller là? De façon très mystérieuse. Ouais, mais c'est quoi? C'est du dessin, va là, lundi. Ok, donc j'arrive avec mon adresse sur un bout de papier devant la porte, je sonne, derrière il y a un studio de jeux vidéo. Cool, ça ressemblait à un appart à l'époque. Non, c'était après. C'était quand il y avait des vrais locaux. D'accord. Et donc déjà je suis rassuré, c'est un studio de jeux vidéo, c'est pas un truc bizarre. Et en fait, direct, je suis dans le bain, il me brief, on s'enferme dans une salle avec le directeur créatif, la directrice artistique, et ils me briefent leur truc, un projet où il faut dessiner des vaisseaux spatiaux et des aliens dans l'espace. Putain, trop bien, trop cool. Et donc, trop content, j'attaque direct comme ça, sans préambule. Ouais, c'est comme ça direct. Ouais. Dans le projet, quoi. Et donc ça se passe super bien. C'était un studio à l'époque qui était effectivement à taille humaine et c'était vachement bien de pouvoir interagir avec les écrivains, avec les autres artistes, avec plein de gens qui échangent plein d'idées extraordinaires et de participer à ce projet qui à l'époque était un Space 1. Je suis arrivé sur la fin de Space 1 pour faire plein d'images parce qu'ils avaient lancé le projet en early access et ça marchait plutôt pas mal, donc ils se permettaient de faire plein d'images pour illustrer le jeu, donc c'est comme ça que je suis rentré. Puis j'ai enchaîné les contrats avec eux parce que ça se passait bien, tout le monde était content, donc on a enchaîné les contrats les uns après les autres jusqu'à ce qu'un jour je me dise je vais peut-être demander un CDI, quoi, parce que ça se passe bien, tout le monde est content, donc autant continuer comme ça. Et donc ils ont accepté, voilà. Puis j'ai continué comme ça, illustrateur, concept artiste pendant un moment, donc à participer à la création de l'univers graphique de chaque jeu et tout, c'était hyper cool. Puis après je suis passé directeur artistique, donc sur Humankind. Donc là, tout un tas de choses à découvrir encore, donc manager une équipe, imaginer un projet depuis le début, faire interagir tous les corps de métier, arriver à trouver les bons compromis, voilà, tout un tas de choses hyper enrichissantes. Et voilà, j'ai été DA sur Humankind et le projet d'après, plein de trucs cool, quoi. Du coup, vous avez bossé sur tous les mêmes jeux ou à des moments vous étiez dans des équipes différentes? On a bossé sur les mêmes jeux, mais dans des postes tellement différents que finalement on n'a pas trop interagi. Ouais.
C'est quand même au assez début, en fait, lointain, où on était du coup très proches parce que c'est ça, petite équipe, ouais. c'est comme ça que vous avez simplement, maintenu quoi. le lien peut-être et que après vous êtes. Oui, c'est décidé- vrai qu'au début, on passait pas mal de temps ensemble parce qu'on était l'un à Surtout qu'on côté de a- l'autre. Et on s'est mis à faire des jams ensemble ouais. beaucoup, yes. donc Faire pour des garder le côté les petits jeux, petits. Pendant trucs, quoi. votre taf à Amplitude, vous faisiez des c'est jams ça. à côté. Ouais. Pas assez de développement de jeux vidéo dans la semaine, il faut. Ouais, c'est pas on pareil. développe différemment. C'est vraiment Oui, pas le c'est même bien. plaisir. On est ça. vraiment sur des problématiques différentes et une façon d'aborder les choses différentes. Et une relation les uns avec les autres différente aussi. Ouais. Où on est plus dans la co-création et on a les mains, on a la main sur ce qu'on veut faire. Donc c'est vraiment une approche très différente où dans un studio, on est quand même sous les ordres de quelqu'un et on doit satisfaire le patron. Donc c'est pas le même, c'est pas la même. C'est pas le même rapport aux Et jeux surtout, vidéo. on doit vendre le jeu à la fin. Parce que dans une jam, t'as pas à vendre le jeu à la fin. c'est ça. Donc tu peux faire n'importe quoi. Tu peux faire des idées T'as nulles, y a pas, de souci. t'as pas la pression. Ouais, c'est but, ton c'est jeu vendre. bien que ça finit mal, quoi. Donc, C'est ça. Donc c'est pas le même plaisir. Ouais, puis après même avec Amplitude grossissant, on perd la big picture sur le jeu qu'on est en train de faire, forcément. On bosse que sur une petite partie, donc Ouais, c'est ça. Tu vois donc plus c'est agréable aussi de retrouver un truc où tu vois un peu tout et tu fais un peu tout. Moi c'est un truc que j'ai toujours aimé faire, c'est de toucher un peu à tout. Donc après on va moins loin sur chaque spécialité, mais voilà, on voit un petit peu tout le panel, quoi. Donc après c'est des choix. Il y a des gens qui aiment bien au contraire se spécialiser fort dans un truc très spécifique, une discipline technique. Donc ça dépend des goûts, quoi. Mais, j'ai toujours aimé toucher un petit peu à tout. Donc les jams c'est pratique parce que de fait tu vas un petit peu droit au but, quoi, par les contraintes de temps. ouais, t'es obligé, ouais. Ouais. Vous avez fait un paquet de jam, du coup ou... Pas beaucoup, parce que vu qu'on travaillait encore quand on travaillait à côté dans le jeu vidéo, c'est quand même effectivement un peu fatigant. Je pense qu'on en a fait 4 ou 5. Ouais, quelque chose comme ça. Ouais. C'était des jams connus, des trucs genre la globale ou. Beaucoup la Ludum d'arrêt à Que l'époque. deux, ouais. Ouais. C'est tout en fait. On fait plusieurs fois. Ouais, je pense que c'est surtout la Ludum. Surtout des Ludum, et peut-être une globale, mais ouais. Parce que vous en avez pas fait sur site, parce que vous êtes du coup, vous étiez à Paris. Ouais. Donc je pense qu'il y a pas mal de jams qui sont Il y organisés. avait beaucoup de jams, et puis à l'époque, on avait un ami en commun qui organisait beaucoup de jams à Paris, donc quasiment toutes les Ludum, et puis après la globale, etc. Et donc du coup, on participait de temps en temps à son événement. D'accord, ouais. Donc les Ludum étaient organisés sur place, vous les faisiez pas en ligne Ça dépend, mais oui, on en a fait certaines sur place. Avec, on les mettait en parallèle de barbecue en général, comme ça on se ouais, passait c'est bien. Généralement, C'est une bonne idée. Généralement, il y avait du bon manger. D'ailleurs, des fois, ça dérivait juste en barbecue. Oui, c'est ça. Après, si t'es pas inspiré, bon, tu dis, allez, au pire, tant pis. Si le barbecue est trop bon aussi, tu t'arrêtes là. Oh, mais merde, c'est pas grave. Déjà 48 heures que je mange. Là. Ça passe vite. Du coup, l'inévitable s'est produit. Vous avez travaillé peut-être sur un projet qui vous a tellement plu que vous avez décidé de continuer le truc derrière ou... En fait, les jams, c'était vraiment il y a longtemps. C'est au moins il y a 10 ans où on faisait ça. Et puis à l'époque, on s'était dit un petit peu en rigolant, un jour, on se lancera notre boîte et on fera ça professionnellement. Mais on avait encore un milliard de choses à apprendre, donc c'était trop tôt pour se lancer. Et du coup, c'est un petit peu... je pense qu'après, on n'a pas trop fait de jam pendant au moins... moi, je sais que j'étais assez... quand tu commences à prendre de plus en plus de sujets au travail, et notamment des sujets de gestion d'équipe ou autre, ça devient vite prenant. Le jeu vidéo, c'est plus la même approche, quoi, du jeu, et ça devient vraiment prenant, et je pouvais plus faire de jam, quoi. J'avais essayé après et j'arrivais plus, quoi. Et donc du coup, j'avais arrêté sur cette partie-là, et on s'est retrouvés il n'y a pas très longtemps, il y a un an et demi, on s'est dit ça y est, c'est le moment. Et du coup, là, on a commencé à réfléchir à ce projet, quoi, qu'on est en train de monter, quoi. Il y a eu un élément déclencheur ou c'était vraiment... on avait envie de retrouver justement les plaisirs qu'on retrouvait en jam, de faire nous-mêmes,
de maîtriser aussi ce qu'on fait, de pas subir les décisions qu'on n'avait pas prises. Qui est un peu un passage obligé quand tu bosses dans une boîte, une grande boîte, tu vas pas pouvoir maîtriser tout le contexte dans lequel tu évolues, quoi. Et donc tu as l'impression un peu de perdre le contrôle et d'être un peu impuissant face à tout ça, parce que t'as beau ramer, tu galères sur des sujets que tu maîtrises pas, parce que moi j'ai une formation de dessin, je suis maintenant manager d'équipe, c'est pas tout à fait les mêmes compétences, quoi, c'est pas tout à fait transférable. Donc c'est un peu fatigant au bout d'un moment d'avoir cette sensation de pas pouvoir faire ce que tu veux, comme tu veux. Et quelque part, moi, je sais pas si toi c'est pareil, mais moi j'avais un peu perdu le plaisir de venir faire du jeu vidéo. Parce que ça ne me correspondait pas comme milieu, comme façon de faire. Et donc de retourner à un scope beaucoup plus petit, à une taille de projet beaucoup plus petit, où effectivement on ne va pas pouvoir faire tout ce qu'on veut, mais ce qu'on va faire, on va le faire nous-mêmes et on va le faire comme on l'entend, quoi. Et surtout il y a un plaisir dans la production de quelque chose, de fabriquer quelque chose où on va mettre des efforts et il y a quelque chose de concret qui en sort. Il y a un plaisir immédiat de voir son travail accompli, de voir le fruit de son travail, que tu peux un peu perdre quand tu es dans un gros studio où tout est très lointain, même le produit final il est très lointain, finalement tout le monde s'en détache un petit peu. Plus personne n'est vraiment impliqué à 100% dans le projet, parce que tout le monde un peu pareil a peu de maîtrise finalement sur l'ensemble. Et donc d'arriver à des tailles de projet où justement il y a cette co-création aussi, cette création dans le respect mutuel et dans l'écoute, où on peut avancer des idées et trouver des solutions ensemble et s'appuyer l'un sur l'autre vraiment, où on n'est pas en concurrence avec les autres salariés, par exemple. Enfin, y a la concurrence entre salariés. La concurrence entre salariés, tu en as toujours de fait par la structure. On a tous envie d'avoir la promotion, d'avoir tu vois. Dans la manière dont organiser le travail, quoi. Il y a un côté où ce qui devient plus important, c'est de savoir mettre en valeur son travail plus que de savoir faire son travail. Si tu sais très bien faire ton travail dans une grande boîte, tu sais très bien faire ton travail, mais que tu sais pas le vendre. Tu vas faire très bien ton travail, mais tu vas pas progresser, quoi. Ouais. Et donc, dans la façon de se mettre en avant, il y a tout un décorum, il y a un paraître en fait en entreprise où il faut avoir ce savoir-faire de se mettre en avant et de se vendre. Et ça devient plus important que savoir faire son travail, dans certains cas. Et au final, tu te détaches du jeu et finalement, tu te détaches complètement du jeu et du produit final, parce que c'est secondaire, quoi. Ouais. Et ça pour moi, c'était très dur à vivre, parce que je suis quelqu'un qui a envie de faire les choses, qui a envie de fabriquer les choses. Et d'être aussi détaché du résultat final, c'est quelque chose qui ne me correspondait pas, quoi. Et là, aujourd'hui, à deux, on trouve un plaisir beaucoup plus direct à créer les choses qu'on a envie de créer. On fait des réunions d'une demi-heure tous les mois en mode vas-y, on va faire ça, puis on le fait, et puis un mois après c'est fait, quoi. Donc, du coup, vous avez claqué la porte d'Amplitude genre en même temps à un moment T, en disant on y va, et en fait, c'est plutôt progressif. On a mis du temps à se décider, mais on a effectivement démissionné en même temps pour créer un studio de notre côté. Ouais. Pour être tous les deux sur le pont en même temps, pour bien commencer les choses en même temps. Que s'il y en a un qui prend de l'avance, il va avancer les réflexions de son côté, ça va être difficile à rattraper pour l'autre, etc. Que ce soit vraiment un truc commun, quoi, du début à la fin, quoi. Et du coup, vous êtes deux, et vous avez eu d'autres interactions avec d'autres gens, ou peut-être une troisième personne, je sais plus. Non, on est deux. En gros, on voulait commencer petit, donc on n'a pas cherché à avoir de troisième, quatrième personne, etc. Parce que le monde du jeu vidéo étant ce qu'il est, c'est assez compliqué aujourd'hui de faire un trou pour montrer que ton projet il existe, quoi. Donc on voulait faire tout petit pour limiter les risques financiers, tout simplement.
et à s'assurer que le truc qui fonctionne avant de continuer. Et après, on verra où ça nous porte tout ça, et peut-être qu'on ramènera d'autres personnes dans la boucle plus tard, quoi. Ouais. Mais oui, on a eu beaucoup d'aide d'amis. Pour monter le projet. C'est sur clair. plein d'aspects qu'on maîtrisait pas trop, l'IT, le son, beaucoup de... La musique aussi est faite par un ami. Plein de conseils aussi. Il y a plein de problèmes techniques. Et donc, du coup, d'appeler la personne, je sais qui s'est occupé de ça, et du coup, qui va dire non, mais alors là, c'est un peu bizarre, mais il faut plutôt passer par là, etc. Ne serait-ce que gérer l'interface de Steam, qui n'est pas si simple pour côté développeur. Donc, voilà, il y a plein de choses, il y a plein de trucs. Et donc, c'est vrai que de connaître plein de gens autour de nous, ça aide énormément. C'est indispensable. Enfin, c'est vraiment, sans ça, c'est vraiment très compliqué, quoi. Ouais, c'est indéniable qu'on n'aurait pas pu arriver là. En tout cas, pas aussi vite, clairement. Si on n'avait pas eu tous ces gens autour de nous qui sont capables de nous aider, quoi, parce que c'est tellement de compétences ultra spécifiques et que voilà, c'est dur à deux d'avoir tout, de savoir tout, quoi. Ouais. Donc vous êtes lancé sur un projet. Ouais. C'est le projet qui a un peu vu le jour aujourd'hui ou... Ouais, c'est ça. En fait, on a fait l'année dernière, on a fait 3 ou 4 jams pour essayer de se remettre un petit peu dans la démarche création ensemble. Se remettre dans un état d'esprit OK, on fait un jeu, comment ça marche en fait, parce que ça faisait longtemps. On était habitué à gérer des problématiques techniques super compliquées sur des demi-années. Enfin, tu vois, c'est vraiment très différent. Ouais. Et donc, du coup, de se remettre dans un état d'esprit où tout doit être rapide, en fait, et puis un truc un peu plus efficace. Et du coup, on a fait plusieurs jams, dont la InJam au mois d'octobre, qui était un peu dans notre dérouillage de bon allez on s'y remet, c'est reparti quoi. Et du coup on a pris un des projets qui nous a beaucoup plu dans cette série là et on est parti. Donc oui, vous êtes parti d'une finalité de jam au final pour vous développer pour développer le projet aujourd'hui. On avait fait une jam papier en fait de notre côté sans cadre. On a pris tous les jeux de plateau chez Adrien, on les a déballés, on a pris les pions, on a fait des cartes, on a écrit des trucs sur des post-it et on a fait notre petit jeu de plateau qu'on a testé avant de se lancer dans du développement. Ouais. On voulait vraiment ce feeling de jeu un peu simple d'approche, abordable. Avec une profondeur et une complexité qu'on peut trouver dans un jeu de plateau, mais avec cette sensation de petite interaction simple coup par coup où ça paraît c'est pas intimidant de prime abord, pas comme un Civilization par exemple où tout de suite on a 60 boutons devant les yeux et on ne sait pas sur quel cliquer. On voulait vraiment cette sensation de règles simples mais difficiles à maîtriser. Et donc du coup on est parti sur plein de proto-papiers avant de se lancer. Donc c'était marrant, c'est un petit après-midi craft à découper du papier et à bouger des pions, à placer des post-it en grille sans vouloir trop les bouger parce qu'au premier coup de vent tout le gameplay s'envole. C'est ça, et de ne pas se perdre dans la complexité de l'implémentation et de rester vraiment sur le jeu, quoi. Focus sur l'essentiel du jeu. C'est parce que le game design étant pas c'est quelque chose qu'on a beaucoup côtoyé via d'autres gens avec qui on a travaillé mais qu'on n'a jamais fait vraiment. Et donc du coup on s'est dit faut qu'on se concentre à 100%, faut pas qu'on se laisse disperser par du code ou d'illustration ou autre, faut qu'on s'occupe du jeu, quoi, vraiment. Donc voilà, on est parti jeu de plateau parce que on aime bien jouer à des jeux de plateau et que c'est l'effet secondaire, c'est qu'effectivement on va vouloir se concentrer sur ce qu'on sait faire et vraiment creuser ce sujet-là. C'est le danger, effectivement. Alors quoi, in fine, il ne faut pas faire un moteur de jeu, il faut faire un jeu. Parce que voilà, le code, je sais que je saurais faire derrière, donc faut s'intéresser à l'autre partie. Il y a des jeux où c'est devenu des simulateurs de code, j'imagine que c'est peut-être ça. J'aime beaucoup ces jeux-là. Maintenant, d'aller vers des jeux où il faut produire des œuvres d'art, des choses comme ça. Ou des jeux, on fait de la musique. Peut-être que c'est les gens qui se sont perdus là-dedans. Peut-être. Et donc, du coup, ça a donné Coleridge, c'est ça ? C'est ça. Donc, c'est ça. Donc, on est parti de ces mécaniques plateau. On avait joué à un jeu qui s'appelle Far Away, qui est très, très sympa, qui est un peu sur des mécaniques d'exploration, etc. Donc, on avait ça en tête. On avait quoi d'autre ? On avait
le côté contemplatif dans l'aspect j'ai le nom qui m'est sorti de la tête d'un jeu vidéo. Dorf romantique. Ouais, Dorf romantique, ouais. Pour essayer de situer le mood, le type de jeu, etc. On a voulu ramener le côté grille hexagonale pour le clin d'œil aussi par rapport à ce qu'on a pu faire en Amplitude. Donc on a essayé de mixer un petit peu tout ça. Et puis on a fait un petit prototype, ça marchait bien. Et puis derrière, on s'est lancé. Donc pareil, avec beaucoup d'aide des copains pour à chaque fois faire des builds. On faisait des playtests pour essayer d'avoir les retours, pour itérer, pour faire ça un petit peu comment dire, dans le contrôle, quoi, qu'on parte pas dans toutes les directions. Pour pas partir dans une mauvaise direction et se dire au bout de 3 mois, oh merde. En fait, qu'est-ce qu'on a fait, quoi. Et du coup, ça s'est plutôt bien passé. Assez rapidement, on avait une boucle qui nous plaisait bien. Et donc après, on a déroulé un petit peu les grandes étapes de la production, quoi, pour mettre en place ce qui va donner corps un petit peu au jeu. On a commencé à avoir une idée aussi sur l'univers, le scénario qu'on voulait mettre derrière, comment est-ce qu'on allait mettre en place ça avec nos moyens, qui sont assez limités. Et donc voilà, on a très vite voulu sortir une démo qui était pour nous une manière de faire du marketing très honnête, quoi. Enfin, en faisant tester vraiment le jeu. Le concept. Comme ça, si les gens, ça leur plaît pas, ils passent leur chemin. Ils passent leur chemin. Et puis si ça leur plaît, ils restent. Et donc voilà, donc c'est un truc qu'on a voulu faire assez vite, quoi. Et donc on a préparé cette démo qui est sortie aujourd'hui, du moment de l'enregistrement. Voilà. Donc dans vous le passé, verrez pas finalement. Vous verrez pas ça. Ça va être coupé au montage. Voilà. Ouais, chouette, la DA, ça me fait penser à The Long Dark, un peu, parce que ça passe dans les Rocheuses. Il y a une notion de saison, non, j'imagine aussi, de ce que j'ai vu. Il y a une notion d'hiver, enfin une notion de cycle, comme ça, où on se sert de l'hiver comme d'un... on reset la map, où il y a ce cycle comme ça de jeu qui est basé sur effectivement une année, avec l'hiver qui est très important. Ouais. Et ça nous permettait de mettre une temporalité un peu claire pour le joueur, donc cette espèce de cycle. L'année, tout le monde sait à peu près ce que c'est, en théorie. Et donc voilà, il y a ce côté très concret de les limites d'une année, et on recommence à zéro chaque année. Et donc ça, c'est parti d'une idée gameplay où on avait ce besoin d'effacer un peu, de repartir à zéro de cycle. Et on a calé ça sur l'hiver parce que c'était un thème qu'on trouvait efficace. Et du coup, on a construit un peu de scénario autour de ça, avec une intrigue et tout, autour de tout ça. C'est vraiment de la création pas à pas, où par contrainte, souvent, on dit on a besoin de ça, on va se débrouiller pour justifier de façon X ou Y, juste pour rendre ça un peu cohérent et donner un petit peu créer un peu un univers un peu tangible. Mais ouais, c'est vraiment petit à petit qu'on a créé tout ça. Parce qu'au début, on aligne un petit peu nos grands objectifs, quoi, de ce qu'on veut faire avec ce jeu. Donc on voulait que ça reste petit, parce que c'est notre premier jeu, donc on voulait que ça reste un truc qui est le plus faisable possible, entre guillemets. On avait la volonté de faire un jeu d'exploration, parce que c'est une thématique qui nous plaisait bien. Et du coup, dans l'exploration, on a vraiment... une fois qu'on a exploré, on connaît. Et donc il y avait ce besoin, tu vois, de repartir. C'est pour ça qu'on a intégré ces mécaniques-là. On voulait parler aussi de sujets plus méta, plus politiques, de manière indirecte, quoi. Donc c'est aussi des choses qu'on a ramenées après. On s'est d'abord concentré sur le jeu, quoi. On s'est dit tiens, comment est-ce qu'on peut faire marcher tout ça, quoi. Donc c'est un peu, au début c'est très diffus, c'est des blocs, des envies qu'on pose là, et puis au bout d'un moment ça fait sens, on dit tiens mais en fait ça peut connecter avec ça peut nous donner ce qu'on veut. Et à ce moment-là on commence à aller là-dedans, on voit est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas. Donc vraiment plein de petits pas. On fait les pas en arrière quand on trouve que c'est pas terrible. On a eu beaucoup le syndrome aussi, beaucoup, je sais pas, mais on l'a eu plusieurs fois oh mais c'est génial cette idée, c'est incroyable, puis on l'a fait, en fait c'est pas la meilleure idée. Donc oui, alors c'est des éclairs de génie, puis en fait je sais pas. Donc faut pas aller trop vite trop loin, quoi. Faut vraiment essayer de monter petit à petit
sur le truc. Des fois, on le sent pas trop, on laisse 2-3 jours couler, on va faire autre chose, on revient, on fait ok, bon, en fait, c'est pas terrible, il faut qu'on revienne, il faut qu'on fasse différemment. Donc, un peu cette approche un peu flottante, quoi, un peu à pousser partout. Puis quand on voit qu'un truc marche bien, on y va, quoi. Et c'est du single player ou c'est du multiplayer? Single player. Et donc, il y a une notion de je vis le plus longtemps possible, hein. Un peu comme... plutôt des cycles jour-nuit dans les autres jeux, mais là, c'est sur des saisons. Il y a une... Enfin, ça aurait été possible de partir sur du survie, quoi, vraiment le plus longtemps possible. Il y aura peut-être un mode comme ça, mais qui sera un peu secondaire. Là, on va plutôt partir sur une approche plutôt roguelite dans le metagame où il faut tenir jusqu'à un certain moment. Et à ce moment-là, on débloque des choses. Et puis, du coup, on peut repartir sur d'autres parties qui vont être différentes par les choses qu'on aura débloquées, quoi. Il y a un paquet de jeux comme ça. Celui qui me fait plus penser à ça, c'est Frostpunk, où il y a cette notion de... Il y a du froid qui arrive, mais attention, il y a un froid très très froid qui arrive. Et donc, j'ai beaucoup aimé Frostpunk. Il y a le 2 qui est chouette. Peut-être. Bientôt. Ça a l'air sympa. Mais ouais, s'il y a cette idée de... En fait, tu dois comprendre que tes ressources, tu dois pas les dépenser toutes d'un coup parce qu'il faut les économiser pour l'hiver. C'est ça. Et tant que tu l'as pas vécu, tu te rends pas compte à quel point, enfin, quelque part, quoi. Donc, il y a ce côté. Bon, la première partie, ça va forcément être un petit peu compliqué. Et donc, du coup, c'est plutôt progresser dans le jeu par l'apprentissage du jeu, comment les mécaniques fonctionnent, c'est quoi le contenu, comment est-ce qu'on peut faire son trou un peu là-dedans pour essayer d'avancer, etc., quoi. Et ça se complexifie au fur et à mesure aussi. Ça commence doucement, où on introduit les mécaniques petit à petit. Et au fur et à mesure, on va débloquer des objets plus compliqués, plus difficiles à utiliser. Les objectifs sont plus hauts. Et donc c'est comme ça qu'on crée une boucle où c'est de plus en plus intéressant de jouer et pas répétitif, quoi. Moi, il y a plein de possibilités là. Ça fait réfléchir. Il y a des différentes classes de personnages, j'imagine. Parce que l'objectif, c'est de trouver des ressources en tant qu'individu. C'est ça. En gros, le pitch un petit peu du jeu, c'est qu'on arrive dans une ville qui s'appelle Coldridge. Il y a une guilde qui tire un peu toutes les ficelles dans cette ville. Et on a un contrat avec cette guilde. On doit bosser pour eux un certain nombre d'années. Et donc, le succès de la partie, c'est de finir ce contrat, quoi, globalement. Et donc, du coup, pour travailler pour eux, en gros, ils exploitent les ressources du terrain. Le joueur, on incarne un prospecteur et on doit trouver ces ressources pour les marquer pour la guilde, pour dire ici, il y a telle ressource. Et donc, on doit parcourir le terrain, mapper les ressources comme ça qui vont être intéressantes pour la guilde. Et après, la guilde passe et récolte toutes ces ressources. Donc, c'est une espèce d'exploitation indirecte. Et donc chaque année, la guilde nous demande comment ça, j'arrive pas à trouver le mot en français. Une taxe. Une taxe, quoi. Une espèce de tribu qu'on doit leur payer parce que quand même, ils sont bien sympas, ils nous offrent du travail, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Donc il y a une petite critique aussi du monde du travail qu'on veut mettre un petit peu, de manière un peu secondaire, un petit peu derrière, quoi, dans le jeu, quoi. Et donc du coup, il y a toujours ce poids qui est là où il faut faire son objectif, sinon on va pas passer l'hiver, quoi. Est-ce qu'il y a le choix à chaque fois qu'on trouve quelque chose de ne pas le déclarer? Non, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas de travail au noir dans... Peut-être. Ça serait un objet bloqué. C'est ça. Un petit papers, please. Tout n'est pas fait encore. Tu sais ce que tu dois faire, mais tu peux aussi choisir. Ça pourrait. Et du coup, là, on avance dans les années et on se rend compte. Donc, à chaque hiver, la map est complètement changée. Et donc, du coup, on se rend compte petit à petit que c'est quand même bizarre que la map, elle soit tout le temps changée et qu'on reparte à chaque fois exploiter, etc., quoi. Et donc, voilà, une théorie du complot émerge. Et voilà, qu'est-ce qui se passe? Théorie de la simulation. Et donc, ça fait partie aussi c'est une recherche aussi d'essayer de comprendre pourquoi. C'est un petit peu la récompense, on va dire, du jeu aux joueurs, c'est qu'il y a un petit scénario qui va se développer au fur et à mesure des parties quand on atteint certains achievements, quoi, on va dire. Ouais. Donc plus on avance dans le jeu, plus il y a le scénario qui va se débloquer. Donc pour l'instant, on a fait juste le tout début et on va développer ça là dans les mois à venir pour le jeu complet, quoi. Et l'avancement on avait vraiment envie d'avoir ce côté un peu narratif pour ancrer l'expérience dans vraiment
un mood particulier, quoi. Et l'avancement du scénario se fait par des personnages, des dialogues, ou des découvertes sur la map, des choses comme ça. Enfin, Essentiellement des personnages qu'on peut rencontrer Ouais. un peu partout sur la map. Aussi des personnages qu'on peut débloquer. Et ça se fait au fur et à mesure qu'on avance dans les années, qu'on passe des hivers. Chaque hiver, il y a une petite scénette où on va... Parce que chaque hiver, tout le monde se rassemble dans la ville pour se protéger de l'hiver qui ravage complètement le paysage. Donc voilà, à ce moment-là où tout le monde se retrouve, il y a un peu des discussions qui émergent et on voit les personnages interagir les uns avec les autres. Et c'est là que voilà, on comprend des choses, on nous dévoile des choses et que tout se crée, quoi. petite assemblée générale Petite pendant assemblée générale pendant l'hiver. chaque début d'hiver. C'est un bon prétexte pour raconter les histoires autour du feu l'hiver. Oui, bah, c'est... Ouais, c'est chouette. Hein. Alors, vous avez une idée de quand est-ce que vous avez envie de mettre ça sur le marché, de nous donner accès à tout ça? On a une idée, ouais. Ça sera cette année. Ouh. Et, Fin d'année. Fin d'année. C'est ça. Q4. Juste à temps pour l'hiver. Pour l'hiver. Juste à temps pour l'hiver. Juste à temps pour l'hiver. Vu l'année qu'on a eue, il fera Pourrait sortir 35 degrés. maintenant. Qui sait? Et donc du coup là le jeu il en est donc au stade de démo. Vous avez encore beaucoup de choses dans les Bon, on dans a les beaucoup de tiroirs, contenu. comment dire. Beaucoup de contenu forcément, parce que là, dans la démo, on couvre que 2 années. Donc ça suffit pour un peu comprendre les mécaniques principales et puis s'amuser un petit peu. Mais donc voilà, on a une bonne partie des systèmes qu'on voulait mettre en place, des différents gameplays. Et donc maintenant, la longévité du jeu va se créer avec le contenu qu'on va créer. Donc on veut faire plein d'objets, plein de trucs qui cassent un petit peu les règles qu'on a établies pour que le joueur puisse jouer avec. Et puis mettre ça faire des combos avec les différents objets et puis pouvoir casser notre jeu en fait. Enfin, notre joueur puisse casser notre jeu, voilà. C'est important pour nous que le joueur puisse faire n'importe quoi. Le jeu pourrait être speedrunable par exemple. C'est ça qui est rigolo dans ces jeux, quoi, où on fait monter des chiffres, c'est quand ça devient complètement débile, quoi. Ça va aller avec les objectifs de la guilde qui seront de plus en plus débiles et il faudra courir après un peu ces objectifs pour... Est-ce que les guildes sont aléatoires, hein? Il y a des guildes super méchantes et des guildes... Il n'y a qu'une seule guilde. Et c'est toujours la même. Ah, ok, ça sent le vécu. C'est vraiment bizarre. Est-ce que cette guilde a un nom? La guilde. Ok. Il n'a pas le nom. D'accord. Et du coup après vous avez déjà en tête des projets suivants, des choses ou pas du tout, vous êtes vraiment focus là? Des idées, on en a plein, hein. C'est pas ce qui manque. Comme disait Adrien, on a fait toute une période où on a fait plein de jams, on a noté plein d'idées sur papier, on a fait des protos. Donc ouais, des idées, on en a plein. C'est pas ce qui manque. La difficulté, ça va être de s'accorder sur laquelle on engage et comment on la lance. Et à quel point? Jusqu'où on va aussi dans chaque idée. C'est toujours très élastique, quoi. On peut y passer 4 mois comme on peut y passer 2 ans. Donc après, c'est genre où est-ce qu'on s'arrête? Où est-ce qu'on pense que l'expérience est cool? Oui, et puis ça va sûrement dépendre aussi peut-être des retours du premier jeu. Bah, clairement, c'est sûr. Si c'est ce qui est sûr, le gros succès, peut-être que vous se dites, bon, à cette idée-là, qui était un peu plus ambitieuse, peut-être on peut la faire parce qu'on va trouver du monde. Mais par contre, si c'est plutôt mitigé, on peut peut-être plutôt enchaîner sur une petite truc. Ouais, c'est ça. Ce qui est sûr, c'est qu'on a envie de faire des projets pas trop gros, justement pour pas retomber dans les biais qu'on décrivait tout à l'heure. Donc on s'était fixé environ 6 à 9 mois par projet. Ce qui est quand même assez rapide, quand on y pense là, ça va vite quand même. Donc mais on veut rester à cette échelle-là, c'est-à-dire des toutes petites équipes, des projets courts, à la fois pour un peu pallier au risque financier, de ne pas s'engager dans un projet de 6 ans et puis voir à la fin que ça ne marche pas. Mais aussi par choix, par plaisir, parce que c'est sur ce genre de projet qu'on aime bien travailler. Puis on aime bien changer de contexte aussi régulièrement. Donc c'est vrai que cette temporalité-là est agréable dans la création, parce qu'on est toujours sur quelque chose de frais, sur quelque chose de nouveau, et il n'y a pas cette frustration d'un projet qui dure et qui s'éternise, où on va... Voilà. C'est très difficile sur le long terme de rester vraiment
investi dans un projet. Voilà, moi j'ai travaillé pendant au moins 4 ans sur Humankind. La 4e année, quand on annonce un report de 6 mois, c'est vraiment compliqué. Si c'est nécessaire pour le jeu, parce qu'on voit que c'est pas fini, mais c'est compliqué de se réengager, de se dire allez, c'est parti, on va aller au bout, quoi. Et donc du coup, on voulait éviter cette partie-là. Et c'est vrai qu'en faisant des jeux aussi gros que ça, c'est pas possible de faire court. Donc il faut changer de genre de jeu, il faut changer de méthode, il faut aller faut faire du jeu différent, quoi. Donc on voulait garder ce côté-là, quoi. Petite production, quoi. Et du coup, le jeu, vous avez un publisher, non On a un publisher, ouais. Ça s'est fait comment Alors, de manière très hasardeuse, c'est par contact interposé. Nous, on lançait, donc par ami interposé. Je ne sais plus qui a été mis au courant dans quel sens, mais il y a un tel qui lance sa boîte pour faire du jeu. Nous, on est en train de lancer notre boîte de publishing pour faire du publishing sur des jeux. Faut peut-être qu'on discute alors. Et puis voilà, on a commencé à discuter ensemble et à travailler ensemble. Beaucoup d'aléatoires dans ta vie quand même. Du coup, on fait un jeu où il y a beaucoup d'aléatoires aussi. C'est bien dans le thème. Ça correspond à l'image. Ça joue, quoi. Et pourquoi Frog Collective au final? Parce qu'on n'a même pas parlé du nom de votre studio. Vrai, mais je sais même plus. En fait, les grenouilles, c'est à la mode en ce moment. On fait les podcasts grenouilles maintenant, apparemment. Le collectif, c'était vraiment pour... Aurel en parlait tout à l'heure sur la manière de créer les jeux, quoi, d'essayer d'être d'égal à égal et de faire une co-création, quoi. Donc vraiment, cet aspect, on aimait bien ce mot-là parce que... vous devez bien l'aimer vous aussi. J'imagine. Mais c'était vraiment sur ce côté. On est un groupe d'humains et on fait un jeu ensemble. Et du coup, on tenait à ce mot-là. Et après, Frog, c'est venu un peu après... C'était un peu le clin d'œil pour le public américain, par exemple, sur on est français, c'est rigolo, quoi. Voilà, c'était... Ouais, moi j'avais capté ça tout de suite. Mais je l'avais presque, mais enfin je le sais, mais c'est juste que c'est pas le premier truc qui me vient à l'esprit. Le collectif de grenouilles, dans la lignée de cette petite blague, dans le premier trailer, il y a un accent français. Donc, voilà, ça nous est rire, quoi. Ça avait marqué, ouais. Ça fait parler les gens, en tout cas. Ça fait parler, ouais. Ouais, j'ai vu passer quelques tweets, quelques trucs sur la réception du coup des premiers, de la démo et du trailer qui est passé avec des gens qui avaient l'air d'être intéressés par le jeu et puis côté français, l'accent qui... L'accent c'est clivant, il y a des gens qui aiment pas du tout. Il y a des gens qui trouvent ça drôle et qui d'autres agressifs. Moi j'aime bien. J'aime beaucoup ce côté je suis cow-boy et... C'est ça, en fait il y a un côté un peu dissonant, c'est qu'on s'attend pas à ça et du coup c'est rigolo, quoi. Enfin, voilà, t'as l'impression que c'est une publicité pour quelque chose mais non, pas du tout, c'est un cow-boy, c'est tout. Voilà. Est-ce qu'ils sont tous français ou est-ce qu'il y a plein de nationalités? Oh là là, il faut jouer au jeu. Il y a du doublage dans le jeu Non, il n'y aura pas de doublage dans le jeu. Il y aura peut-être quelque chose de très sommaire, mais c'est ça. Probablement pas des voix doublées. C'est un peu trop de travail. Ouais, c'est beaucoup ça demande pas mal d'investissement. Ouais. Est-ce qu'un des personnages s'appelle Jean-Michel? Pas encore. Pas encore. Tu veux vraiment aller caser Jean-Michel Jam dans tous les jeux 100%. Ouais, je veux que ça nous attire des soucis plus tard. Tout va bien se passer. Je crois qu'on touche à la fin en plus là. Ouais, je sais pas, ça fait combien de temps là? Ça fait presque, on n'a plus de temps. Voilà. Ça fait presque, on n'a plus de temps. Ouais. C'est une durée assez courte, ça, presque, on n'a plus de temps. Ok. Ouais, si, on est pas mal. Ouais. Vous avez peut-être une note finale, un petit truc à rajouter, une actu, un shout-out, actu, on a sorti notre démo et du coup c'est quand même déjà pas mal. Allez voir dans la description, tout le jeu il est dispo. J'espère que ça plaira aux gens. Nous aussi. Ça vient du cœur. En tout cas le trailer je l'ai bien aimé, donc j'imagine que la démo aussi. Merci. Voilà, rien de plus à ajouter, un petit truc, non, rien. Je crois pas. Non, on est bien. Bon n'oubliez pas, je peux faire le speech de fin du coup. N'oubliez pas de vous abonner donc à la chaîne et à partager tous les podcasts, à écouter les autres. Il y en a des très sympas. Et puis on vous remercie du coup d'être venu jusqu'à Rennes pour enregistrer cet épisode. Et puis on se retrouve pour un autre plus tard. Voilà. Salut. Enfin bosser avec des logiciels très haut niveau comme Unity ou des choses comme ça,
je peux le faire, hein, je l'ai fait pendant hyper longtemps et je pense être relativement compétent, il n'y a pas de souci. Mais ça